Le café refroidissait dans la tasse en porcelaine, oublié par son propriétaire qui regardait par la fenêtre striée de pluie du Méridien, l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville. Pour Anna Miller, une femme dont les mains burinées racontaient 30 ans de service en salle, ce service du mardi soir était censé être une routine. Débarrasser les assiettes, remplir les verres, sourire malgré la fatigue qui était devenue sa compagne permanente. Mais parfois, l'univers en décide autrement. Parfois, un simple bout de papier, laissé négligemment sur un cuir bordeaux, peut démanteler les murs soigneusement construits autour de nos cœurs. Suzanne Pearl évoluait dans le monde comme une force de la nature contenue dans de la soie et des perles. À 52 ans, elle dirigeait les salles de réunion avec la même autorité tranquille qui lui avait permis de bâtir son empire des télécommunications à partir d'un seul brevet pour en faire une puissance mondiale valant 12 milliards de dollars. Ses cheveux argentés étaient coiffés en un chignon impeccable, sa robe bleu marine était taillée à la perfection et ses yeux gris dégageaient une intensité concentrée qui faisait bégayer les hommes mûrs lors des négociations de fusion. Ce soir-là, elle avait choisi la table 7 au Méridien, non pas pour sa vue sur les toits scintillants de la ville, mais pour son isolement. Les tables d'angle étaient des sanctuaires pour les riches, des endroits où la vulnérabilité pouvait être contenue en toute sécurité derrière des murs de privilèges et de pouvoir. La soirée avait commencé comme n'importe quel autre dîner d'affaires à enjeux élevés. L'invité de Suzanne, un capital risqueur nerveux nommé David Chen, avait présenté sa dernière start-up avec l'enthousiasme désespéré d'un homme qui savait que sa réputation était en jeu. Elle l'avait écouté avec une patience acquise, à force de pratique, ses doigts manucurés, tambourinant silencieusement sur la nappe blanche, tandis qu'il butait sur ses projections et ses analyses de marché. Mais son esprit était ailleurs, perdu dans des souvenirs qu'aucune somme d'argent ne pouvait faire taire ou racheter. Anna s'approcha de la table avec l'efficacité discrète de quelqu'un qui avait perfectionné l'art de l'invisibilité. Elle avait 48 ans, des yeux bruns bienveillants qui en avaient trop vu et des mains marquées par les callosités d'un travail honnête. Son uniforme était repassé et propre, mais le tissu montrait les traces d'une usure douce due à d'innombrables lavages. Elle travaillait chez Méridian depuis 7 ans, assez longtemps pour reconnaître la différence entre l'argent ancien et l'argent nouveau, entre ceux qui traitèrent le personnel de service comme des meubles et ceux qui se souvenaient au moins de dire « s'il vous plaît ». « Y aura-t-il autre chose ce soir, Madame Pearl ?» demanda Anna d'une voix douce mais claire en commençant à débarrasser les assiettes à dessert. David était parti 20 minutes plus tôt, le visage rouge d'une déception particulière due à un investissement refusé. Le refus avait été prononcé avec la précision chirurgicale et définitive caractéristique de Suzanne. Suzanne leva les yeux de sa crème brûlée intacte et fixa le visage d'Anna, peut-être pour la première fois de la soirée. Il y avait quelque chose dans ce regard, une lueur de reconnaissance que ni l'une ni l'autre des deux femmes ne comprenaient. « Non, merci. Juste l'addition, s'il vous plaît. » Alors qu'Anna se retirait vers la cuisine, Suzanne fouilla dans son sac à main Hermès et en sortit un morceau de papier à lettres de couleur crème. Son papier à en-tête personnel, estampillé du logo de Pearl Holdings, semblait lourd entre ses doigts. La lettre avait été écrite dans son bureau ce matin-là, chaque mot sculpté dans la pierre brute de 25 ans de regret. C'était une lettre qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'envoyer, adressée à quelqu'un qu'elle avait perdu le droit de contacter depuis des décennies. Mais la porter sur elle était devenue un rituel, un rappel tangible du choix qui avait défini sa vie plus que n'importe quelle décision commerciale n'aurait jamais pu le faire. La lettre commençait simplement « Ma très chère Sarah ». 2 mots qui contenaient le poids de 1000 nuits blanches. Sarah Chen, non pas l'aventure capitaliste nerveuse qui venait de quitter sa table, mais une femme dont le nom de famille était Miller avant le mariage, avant les enfants, avant que la vie ne les entraîne dans des directions opposées. Sarah, qui avait été la colocataire de Suzanne à l'université, sa meilleure amie, son amour secret et finalement sa plus grande perte. Les doigts de Suzanne tremblaient légèrement, tandis qu'elle repliait la lettre. Le restaurant était presque vide à présent. Seuls quelques couples s'attardaient, et on entendait le doux tintement des couverts que les serveurs ramassaient. Elle posa la lettre sur la table à côté de son verre de vin et se leva, lissant sa robe avec le geste automatique de quelqu'un habitué à être observé et jugé. L'addition pouvait attendre. Elle avait besoin d'air, besoin d'échapper au poids étouffant de ses propres souvenirs. Elle se dirigea vers les toilettes d'un pas mesuré, ses talons claquant sur le sol en marbre poli. Derrière elle, la lettre était restée oubliée sur la banquette en cuir bordeaux, un rectangle de couleur crème qui allait tout changer. Anna revint à la table 7 avec la précision mécanique de sa mémoire musculaire.
Elle empila les assiettes, avec une efficacité acquise par l'habitude, empocha le généreux pourboire que Suzanne avait laissé et commença à essuyer la table. C'est alors qu'elle remarqua la lettre, partiellement cachée sous la serviette en tissu que Suzanne avait laissée derrière elle. Le papier coûteux reflétait la lumière ambiante du lustre en cristal au-dessus, et l'œil exercé d'Anna reconnut immédiatement qu'il s'agissait de quelque chose de précieux, de personnel. Son premier réflexe fut de courir après la cliente qui venait de partir. Les clients fortunés laissèrent souvent derrière eux des objets importants et les leur rendre faisait partie du service qui permettait à Méridian de conserver sa réputation intacte. Mais lorsqu'Anna ramassa la lettre, son propre nom sembla jaillir de la page. Pas exactement son nom, mais suffisamment pour lui couper le souffle. Sarah Miller, son nom de jeune fille, écrit d'une écriture élégante sur du papier à lettres de couleur crème. Les mains d'Anna se mirent à trembler tandis qu'elle assimilait ce qu'elle voyait. Le nom figurant en en-tête lui fit bondir le cœur. Susan Pearl, Pearl Holdings International, mais c'est la première ligne qui fit basculer son monde. Ma très chère Sarah, ce n'était pas possible. Cela ne pouvait pas être possible. Susan Pearl, la milliardaire magnate de la technologie, ne pouvait pas être Suzy, sa colocataire à l'université il y a 25 ans. La fille qui avait partagé sa petite chambre d'étudiante, qui l'avait aidé à comprendre la chimie organique, qui lui avait tenu la main lors des funérailles de son père. La fille qui lui avait brisé le cœur si profondément qu'Anna n'avait jamais vraiment appris à recoller les morceaux. Le restaurant continuait à vivre au rythme de la soirée, mais Anna se sentait suspendue dans le temps, piégée dans une bulle où le passé et le présent s'entrechoquaient avec une force dévastatrice. Ses jambes tremblait tandis qu'elle s'enfonçait dans la chaise que Suzanne venait de quitter quelques instants auparavant. La lettre lui semblait incroyablement lourde dans ses mains, chaque mot provoquant une petite explosion dans sa poitrine. « Ma très chère Sarah, je sais que je n'ai pas le droit de t'écrire après toutes ces années. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, et je sais que cette lettre n'est rien d'autre qu'un besoin égoïste déguisé en excuse. Mais je ne peux m'empêcher de penser à toi, à nous, au choix que j'ai fait et qui a détruit la chose la plus précieuse de ma vie. » La vue d'Anna se brouilla lorsque des larmes qu'elle croyait depuis longtemps séchées coulèrent sur ses joues. Les mots continuaient, chaque phrase déchirant les couches de tissu cicatriciel qu'elle avait mis des décennies à construire. Suzanne parlait d'un succès qui semblait creux, d'une richesse qui ne pouvait combler le vide laissé par l'amour abandonné. Elle parlait des réunions du conseil d'administration où elle se retrouvait à chercher un visage familier dans la foule, des galas de charité où elle donnait des millions mais ne pouvait racheter un seul instant de ce qu'elles avaient partagé. « J'ai choisi les attentes de ma famille plutôt que mon cœur », poursuivait la lettre. « J'ai choisi la sécurité de leur approbation plutôt que la beauté terrifiante de t'aimer. J'avais 22 ans et j'avais peur et je me suis convaincu que ce que nous vivions n'était qu'une phase. Quelque chose que je dépasserais comme les peurs de l'enfance ou les rêves de l'adolescence. J'avais tort sur tout, sauf sur une chose. Te perdre a été la tragédie déterminante de ma vie. » La lettre décrivait ensuite le cheminement de la vie de Suzanne après l'université. La rencontre arrangée avec Robert Pearl, héritier d'une fortune dans les télécommunications. Le mariage qui a fait la une des journaux mondains, mais qui a donné à la mariée l'impression d'être une actrice jouant un rôle. Le partenariat commercial fructueux qui s'est transformé en un véritable respect, mais jamais en amour. La mort de Robert, emporté par un cancer il y a 5 ans, laissant Suzanne riche au-delà de toute mesure, mais complètement seule. « Je sais que tu as épousé quelqu'un d'autre », avait écrit Suzanne. « Je sais que tu as des enfants, une vie pour laquelle je n'ai pas eu le courage de me battre. Je n'écris pas cette lettre pour perturber cette vie ou pour demander un pardon que je ne mérite pas. Je t'écris parce que j'ai besoin que tu saches qu'il ne s'est pas passé un seul jour sans que je pense à toi, sans que je me demande ce qui aurait pu se passer si j'avais eu le courage de choisir l'amour plutôt que la peur. » Les sanglots d'Anna résonnaient dans la salle vide du restaurant, attirant les regards inquiets du personnel restant. Elle serra la lettre contre sa poitrine, comme si cela pouvait guérir la blessure qu'elle venait de rouvrir. 25 ans à se poser des questions, à inventer des histoires pour expliquer le départ soudain de Suzanne de sa vie, à ériger des murs autour de son cœur pour empêcher quiconque de s'approcher suffisamment pour la blesser à nouveau de cette façon. Elle n'était pas sans remarquer la cruelle ironie de la situation. Elle s'était mariée, certes, mais pas par amour. Elle avait épousé David Miller, un homme gentil qui lui offrait la stabilité et ne lui posait pas de questions difficiles sur son passé. Elle avait eu des enfants parce que c'était ce qu'on attendait d'elle, parce que cela comblait le vide de sa vie en lui donnant un but et une distraction. Mais
Elle n'avait jamais aimé personne comme elle avait aimé Suzanne, n'avait jamais ressenti cette connexion électrique qui donnait l'impression que le monde était plein de possibilités infinies. Les derniers paragraphes de la lettre révélèrent des détails qui firent de mal au cœur d'Anna car elle les reconnaissait. Suzanne écrivait qu'elle passait devant leur ancien campus en voiture, qu'elle gardait une photo de leur dernière année cachée dans le tiroir de son bureau, qu'elle faisait régulièrement des rêves où elles étaient encore jeunes et courageuses et où tout était encore possible. Si jamais tu penses à moi, concluait la lettre, sache que tu as été le grand amour de ma vie. Tu m'as appris ce que signifiait être vraiment vu et accepté. Te perdre m'a appris que certaines erreurs sont trop graves pour pouvoir être complètement réparées. Je suis désolé, Sarah. Je suis désolé, désespérément, profondément désolé. La lettre n'était pas signée, comme si Suzanne n'avait pas osé revendiquer la paternité d'une telle vulnérabilité. Anna était assise dans l'obscurité grandissante du restaurant, les mots de Suzanne résonnant dans son esprit comme une prière ou une malédiction. Quelque part dans la ville, la femme qui avait écrit ces mots passait sa soirée sans savoir que ses pensées les plus intimes étaient tombées entre les mains de leur destinataire. Sans savoir que Sarah Miller, désormais Sarah Chen après son divorce 3 ans plus tôt, était assise à 6 mètres de l'endroit où elle avait laissé son cœur à nu sur du papier à lettres couleur crème. Le poids de cette coïncidence semblait trop lourd pour être accidentel. Dans une ville de plusieurs millions d'habitants, quelles étaient les chances que Suzanne choisisse ce restaurant, cette table, ce soir-là précisément, alors qu'Anna travaillait? On aurait dit que l'univers conspirait pour forcer les deux femmes à affronter une réalité qu'elles avaient passé des décennies à éviter. Anna leva les yeux et vit Miguel, le gérant de nuit, s'approcher, le visage marqué par l'inquiétude. « Anna, ça va? Tu veux rentrer plus tôt ce soir ?» Elle s'essuya les yeux avec le dos de la main et secoua la tête. « Ça va, Miguel, je suis juste fatiguée. La journée a été longue. » Mais alors qu'elle pliait soigneusement la lettre et la glissait dans la poche de son tablier, Anna savait que tout avait changé. L'équilibre fragile de sa vie, fondé sur la routine et la distance émotionnelle, venait d'être brisé par ces mots écrits d'une écriture élégante. Demain, elle devrait décider quoi faire de cette révélation inattendue, cette fenêtre sur l'âme de Suzanne qui révélait à quel point leur passé commun les avait façonnées toutes les deux. La question qui l'empêcherait de dormir cette nuit n'était pas de savoir si les mots de Suzanne étaient sincères. La douleur brute qui transparaissait dans chaque phrase ne laissait aucun doute à ce sujet. La question était de savoir si 25 ans de vie séparée avaient créé une distance trop grande pour être comblée, ou si certains liens étaient suffisamment solides pour survivre même aux épreuves les plus cruelles du temps et des circonstances. Alors qu'Anna a terminé ses tâches de fin de journée et se préparait à quitter Méridian pour la nuit, elle emportait avec elle plus que la fatigue habituelle d'une longue journée de travail. Elle emportait le poids de la possibilité, l'espoir dangereux que peut-être, juste peut-être, certaines histoires avaient droit à une seconde chance. Le trajet de retour à travers les rues glissantes de la ville lui sembla interminable. La vieille Honda d'Anna peinait à gravir les collines menant à son modeste appartement, le bruit laborieux du moteur accompagnant ses pensées agitées. La lettre dans son sac à main semblait battre, au rythme de son propre cœur, une chose vivante qui avait réveillé en elle des parties qu'elle croyait mortes depuis longtemps. Elle se surprit à regarder obsessionnellement dans le rétroviseur, comme si Suzanne pouvait apparaître sur la banquette arrière comme un fantôme de son passé. Son immeuble contrastait fortement avec les tours étincelantes du centre-ville. C'était un bâtiment de 3 étages avec de la peinture écaillée et une porte de sécurité cassée qui ne fermait jamais correctement. Anna gravit les escaliers étroits jusqu'au 2e étage, les jambes lourdes de fatigue et de surcharge émotionnelle. Le couloir sentait l'huile de cuisson et la déception, ce mélange particulier d'odeurs qui caractérisait les immeubles où les rêves venaient y mourir en silence. Dans son appartement d'une chambre, Anna retira ses chaussures de travail et s'affala sur le canapé usé qui était son compagnon depuis 8 ans. L'espace était propre mais dépouillé, décoré d'objets trouvés dans des brocantes et de photos de ses 2 enfants issus de son mariage raté. Jason, aujourd'hui âgé de 22 ans et vivant à Portland, l'appelait rarement. Emma, 19 ans, qui étudiait dans un établissement d'enseignement supérieur, lui envoyait parfois des SMS, mais semblait toujours se précipiter vers une vie qui n'incluait pas le passé compliqué de sa mère. Anna sortit la lettre de son sac à main et la relut, chaque mot la frappant avec la même force dévastatrice que la première fois. L'écriture élégante s'estompait à travers ses larmes, tandis que les souvenirs lui revenaient avec une douloureuse clarté. Suzanne riant dans leur chambre d'étudiants exigus, les cheveux plus courts à l'époque, les yeux brillants d'ambition et d'espièglerie.
Suzanne restant éveillée toute la nuit pour l'aider à préparer ses examens finaux, lui apportant café et encouragement à parts égales. La main de Suzanne trouvant la sienne lors d'une conversation tardive sur leur avenir, leurs rêves, leurs craintes, le moment où tout a changé. C'était au printemps de leur dernière année, cette période magique où le monde semblait plein de possibilités infinies. Elles étudiaient à la bibliothèque, se préparant pour leur soutenance de thèse respectives, lorsque Suzanne a levé les yeux de son manuel d'économie et a dit, tout simplement, « Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi, Sarah ». Les mots sont restés suspendus entre elles comme un pont qu'aucune des deux n'avait prévu de traverser. Anna se souvenait du baiser qui avait suivi, timide au début, puis désespérée, avec la soif de la reconnaissance. Elles avaient passé les 3 mois suivants dans une bulle de joie secrète, volant des moments entre les cours, se retrouvant dans des amphithéâtres vides, chuchotant leurs sentiments comme des prières dans l'obscurité de leur chambre commune. Anna ne s'était jamais sentie aussi vivante, comme si chaque terminaison nerveuse s'était soudainement éveillée à la possibilité d'un bonheur réel. Puis vint le jour de la remise des diplômes et avec lui l'arrivée des parents de Suzanne. Harrison et Margaret Pearl, des aristocrates de longue date qui affichaient leur désapprobation comme un parfum coûteux. Anna les avait observés depuis l'autre côté de la cour, alors qu'ils enveloppaient Suzanne dans leur monde d'attente et d'obligations sociales, leur voix portant le poids de générations qui n'avaient jamais remis en question le chemin tracé. La confrontation eut lieu ce soir-là, dans le parking derrière le dortoir. Le visage de Suzanne était pâle, ses mains tremblaient, tandis qu'elle prononçait des mots qui semblaient répétés, creux. « Ce n'était que l'université, Sarah. Ce n'était pas la vraie vie. J'ai des responsabilités, des attentes. Ma famille a des projets. » « Et nos projets ?» avait murmuré Anna, la voix brisée. « Nous étions des enfants qui jouaient à la dinette, » avait répondu Suzanne, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Ses yeux imploraient le pardon, alors même que sa bouche portait le coup fatal. « Je suis désolé si tu pensais que c'était plus que ça. » Le lendemain matin, Suzanne était partie. Aucune adresse, aucun numéro de téléphone, aucune explication au-delà de l'efficacité brutale de son départ. Anna avait passé des semaines à appeler tous les bureaux de Pearl Holdings qu'elle pouvait trouver, laissant des messages qui n'ont jamais reçu de réponse. Elle avait écrit des lettres qui lui étaient renvoyées avec la mention « Retour à l'expéditeur ». Finalement, elle avait été contrainte d'accepter que Suzanne avait été sincère, que leur amour n'avait été qu'une expérience de rébellion que Suzanne avait décidé d'abandonner. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, Anna détenait la preuve que tout ce qu'elle avait cru n'était qu'un mensonge. La lettre de Suzanne révélait la vérité qu'elle était trop jeune et trop bouleversée pour voir. Suzanne avait été contrainte de choisir entre l'amour et la survie, entre son cœur et l'acceptation de sa famille. Ce choix les avait détruites toutes les deux, mais seule l'une d'entre elles en avait conscience à l'époque. Le téléphone d'Anna vibra sur la table basse, la ramenant brusquement au présent. Un SMS d'Emma. « Salut maman, j'ai besoin d'argent pour acheter des livres. Tu peux m'envoyer 200 $ sur Venmo ?» Cette demande banale semblait surréaliste dans le contexte de son bouleversement émotionnel. C'était sa vie désormais, la vie qu'elle s'était construite sur les ruines de son premier et unique véritable amour, une vie faite de petits boulots et de difficultés financières, d'enfants qui la considéraient comme une ressource plutôt que comme une personne, de nuit passée seule avec des souvenirs qu'elle avait tant essayé d'enfouir. Elle répondit « Je suis un peu juste ce mois-ci, ma chérie. Tu peux attendre jusqu'à la semaine prochaine ?» La réponse fut immédiate « Ce n'est pas grave. Je vais demander à papa. » Ce rejet désinvolte la blessa, mais Anna s'était habituée à être le parent de dernier recours, celui qu'on appelait quand tout le monde avait dit non. Posant son téléphone, Anna se dirigea vers sa chambre et ouvrit le petit coffret à bijoux posé sur sa commode. À l'intérieur, sous un enchevêtrement de bijoux fantaisie et d'oreilles oubliées, se trouvait un petit médaillon en argent. Elle ne l'avait pas ouvert depuis des années, mais ses doigts se souvenaient du mécanisme. À l'intérieur se trouvait une petite photo de leur dernière année de lycée, toutes deux riant de quelque chose d'aujourd'hui oublié, leur visage rayonnant de jeunesse et de possibilités. La femme sur cette photo lui semblait désormais étrangère, quelqu'un qui croyait aux fins heureuses et au pouvoir de l'amour pour surmonter tous les obstacles. Anna était alors si naïve, si convaincue que ce qu'elle ressentait pour Suzanne était assez fort pour survivre à tout ce que le monde leur réservait. Les années lui avaient appris qu'il n'en était rien, lui avaient montré que l'amour était souvent la première victime de la guerre entre le désir et le devoir. Mais la lettre de Suzanne avait tout changé. Elle révélait que la femme qu'Anna avait aimée n'avait jamais cessé d'exister, qu'elle avait simplement été ensevelie sous des couches d'obligations et de regrets.
La femme d'affaires accomplie qui avait quitté Méridian ce soir-là était toujours, au fond d'elle-même, la jeune femme effrayée de 22 ans qui avait été contrainte de choisir entre l'authenticité et l'acceptation. Anna referma le médaillon et retourna dans le salon où la lettre de Suzanne attendait sur la table basse comme une bombe non explosée. Le plus intelligent aurait été de la détruire, de faire comme si cette coïncidence cosmique n'avait jamais eu lieu. Elle aurait pu continuer sa vie tranquille, faite de routine et de résignation, et éviter les complications désagréables qui accompagnaient la réouverture de vieilles blessures. Mais en fixant le papier à lettres couleur crème, Anna se rendit compte que certaines occasions ne se présentaient qu'une fois dans une vie. Certaines chances de tourner la page, de découvrir la vérité, de guérir, arrivaient sous la forme la plus inattendue. L'univers avait conspiré pour mettre la confession de Suzanne directement entre ses mains, et l'ignorer serait une forme de lâcheté. Elle pensa à la femme qui avait laissé cette lettre, probablement allongée dans un appartement terrasse, fixant le plafond et se demandant si elle trouverait un jour le courage d'envoyer cette confession de regret si crue. Suzanne n'avait aucune idée que ces mots avaient déjà trouvé leur destinataire, que le grand amour dont elle avait parlé avec une honnêteté si douloureuse était assis dans un appartement minable, lisant chaque mot à travers des larmes de reconnaissance et de chagrin. L'horloge de son micro-ondes indiquait 1h47 du matin lorsque Anna prit enfin sa décision. Elle ne laisserait pas passer 25 autres années dans le silence et la séparation. Elle ne laisserait pas Suzanne continuer à croire que ses choix avaient été oubliés ou pardonnés par défaut. Plus important encore, elle ne laisserait pas la peur lui voler la chance de comprendre enfin ce qui était réellement arrivé à l'amour qui avait défini le reste de sa vie par son absence. Anna sortit son ordinateur portable, un appareil usé qui mit plusieurs minutes à démarrer et commença ses recherches. Pearl Holdings International avait un site web avec une page de contact, mais cela lui semblait trop formel, trop distant pour ce qu'elle avait besoin de dire. Les recherches sur les réseaux sociaux ne révélèrent rien de personnel, l'empreinte numérique de Suzanne étant soigneusement entretenue pour ne révéler que l'image publique d'une cadre supérieure accomplie. Mais la persévérance et la détermination avaient toujours été les points forts d'Anna, les qualités qui lui avaient permis de surmonter sa maternité célibataire, ses difficultés financières et la déception écrasante de ses rêves différés. Elle fit défiler les articles de presse et les profils d'entreprise, à la recherche du moindre détail qui pourrait lui fournir un accès plus direct à la femme derrière la façade de l'entreprise. Finalement, dans un profil datant d'1 an publié dans le magazine Fortune, elle trouva ce qu'elle cherchait. L'article mentionnait l'implication de Suzanne dans la Pearl Foundation, une organisation caritative axée sur des initiatives éducatives. Plus important encore, il mentionnait que Suzanne examinait personnellement toutes les demandes de subventions, qu'elle croyait en l'importance des histoires individuelles pour comprendre les questions sociales plus larges. Anna ouvrit un nouveau document et commença à taper, ses doigts bougeant lentement au début, puis avec une confiance croissante à mesure que les mots trouvaient leur rythme. Ce ne serait pas une lettre transmise par les canaux de l'entreprise ou filtrée par des assistants. Ce serait une demande de subvention, une demande de financement pour un programme éducatif qui n'existait pas, soumise par Sarah Chen, ancienne enseignante et actuelle employée de restaurant, à la recherche d'un soutien pour des initiatives d'alphabétisation des adultes. C'était une tromperie, mais une tromperie nécessaire. La véritable demande serait cachée dans la lettre de motivation, dans l'histoire expliquant pourquoi ce programme fictif était si important pour sa candidate fictive. Entre les lignes du langage bureaucratique et du jargon éducatif, Anna raconterait sa propre histoire, révélerait que la lettre que Suzanne croyait perdue avait trouvé son chemin jusqu'à la bonne personne. Elle ne manqua pas de remarquer l'ironie du fait qu'elle utilisait le succès de Suzanne, sa propre fondation caritative, comme moyen de les réunir. La jeune fille, qui avait autrefois été contrainte de choisir l'argent plutôt que l'amour, allait maintenant recevoir un message d'amour déguisé en demande d'argent. Alors que l'aube se levait sur la ville, peignant son petit appartement de nuances dorées et de possibilités, Anna termina sa lettre. C'était à la fois une demande de subvention, une lettre d'amour et la confession d'une vie vécue dans l'ombre d'une perte dévastatrice. Elle écrivit sur l'enseignante qu'elle avait été avant que le mariage et la maternité ne fassent dérailler sa carrière, sur la femme qu'elle aurait pu devenir si les choses avaient été différentes, sur l'amour qu'elle avait porté comme une torche secrète pendant 25 ans. Mais surtout, elle écrivait sur le pardon, sur la compréhension, sur la possibilité que certaines relations soient assez fortes pour survivre même aux épreuves les plus cruelles du temps et des circonstances. Elle signa Sarah Chen,
anciennement Sarah Miller, anciennement tout ce que tu représentais pour moi, actuellement gardienne de tes secrets et protectrice de notre passé commun. Le bouton Envoyer du site web de la Fondation Pearl semblait briller de promesses lorsque Anna passa son curseur dessus. Un clic allait tout changer, déclencher une série d'événements qui pourraient mener à la guérison ou au chagrin, à la conclusion ou au chaos. Une fois qu'elle aurait appuyé sur Envoyer, il serait impossible de revenir en arrière, de prétendre que ce moment d'intervention cosmique n'avait jamais eu lieu. Anna pensa à Suzanne, allongée dans son penthouse, entourée de tout le succès qui lui avait coûté tout ce qui comptait vraiment. Elle pensa à la lettre qui avait traversé le temps et l'espace pour atterrir exactement là où elle devait être. Elle pensa à la jeune fille qu'elles avaient toutes deux été, jeunes et courageuses, pleines de rêves qui semblaient réalisables jusqu'à ce que le monde leur apprenne le contraire. Mais surtout, elle pensait à la possibilité que certaines histoires, même si elles s'étaient mal terminées la première fois, méritaient une seconde chance pour être corrigées. Anna cliqua sur « Envoyer ». Le message de confirmation apparut sur son écran comme un petit miracle. Votre demande a été soumise avec succès. Vous recevrez une réponse dans les 7 jours ouvrables. 7 jours pour se demander si elle avait fait le bon choix. 7 jours pour que Suzanne lise entre les lignes et comprenne que le passé avait finalement rattrapé le présent. Anna ferma son ordinateur portable et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville se réveiller sous un ciel couvert de nuages gris. Quelque part, Suzanne rentrait probablement chez elle après une soirée consacrée à un événement caritatif ou à un dîner d'affaires. Bientôt, très bientôt, elle découvrirait que la lettre qu'elle croyait perdue avait trouvé son chemin jusqu'à la seule personne qui comprenait chaque mot, chaque pause, chaque douleur entre les lignes. Les jours suivants se passèrent dans un brouillard d'énergie nerveuse et de doute. Anna se surprit à vérifier ses emails de manière obsessionnelle, sursautant à chaque fois que son téléphone vibrait, analysant chaque client de Meridian à la recherche de signes indiquant que Suzanne pourrait revenir chercher sa lettre perdue. Miguel remarqua sa distraction et lui demanda à 2 reprises si elle avait besoin de prendre des congés, son visage buriné se plissant d'une inquiétude paternelle qui fit monter une émotion inattendue dans la gorge d'Anna. « Je vais bien », lui répondit-elle à chaque fois, mais ils savaient tous les deux qu'elle mentait. Les gens qui vont bien ne font pas tomber des assiettes, n'oublient pas les commandes et ne regardent pas dans le vide pendant que les clients attendent que leur verre d'eau soit rempli. Les gens qui vont bien ne vérifient pas leur téléphone toutes les 10 minutes et ne sursautent pas à chaque fois que la porte du restaurant sonne. Le mercredi soir, alors qu'Anna essuyait les tables après l'affluence du dîner, son téléphone vibra pour lui signaler l'arrivée d'un email. Ses mains tremblaient lorsqu'elle ouvrit son compte personnel, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Le nom de l'expéditeur lui coupa le souffle. Suzanne Pearl, Fondation Pearl. L'objet était simple. Demande de subvention, examen immédiat requis. Les jambes d'Anna se sont dérobées et elle s'est effondrée sur la chaise la plus proche, la vue se brouillant alors qu'elle ouvrait le message. L'email était bref, d'un ton professionnel, mais chargé d'une émotion à peine contenue qu'Anna reconnaissait depuis leurs années d'université. Suzanne avait toujours été prudente dans le choix de ses mots, les choisissant comme des armes ou des boucliers selon la situation. « Madame Chen, merci pour votre demande de subvention. Votre proposition d'initiative d'alphabétisation des adultes a retenu mon attention, en particulier votre déclaration sur le pouvoir transformateur de l'éducation et des secondes chances. J'aimerais organiser une réunion pour discuter de votre projet plus en détail. Êtes-vous disponible demain soir à 19h? Je suggère que nous nous rencontrions au restaurant Meridian sur la 5e rue, car je pense que vous connaissez cet endroit. Veuillez confirmer votre disponibilité dès que possible. Cordialement, Suzanne Pearl, présidente Fondation Pearl. Anna relut le message 3 fois avant d'en saisir pleinement la portée. Suzanne savait. Elle avait lu la demande, compris le langage codé et les significations cachées, reconnu le nom de Sarah Chen aussi facilement qu'Anna avait reconnu l'écriture sur le papier à lettres couleur crème. La suggestion de se rencontrer au Meridian était la façon dont Suzanne reconnaissait qu'elle savait exactement à qui elle avait affaire. Demain soir, moins de 24 heures pour préparer une conversation qui avait mis 25 ans à se concrétiser. Anna répondit par un simple message de confirmation « Demain à 19h, c'est parfait, j'ai hâte de vous rencontrer ». Elle hésita avant d'ajouter « PS, je crois avoir quelque chose qui vous appartient ». La réponse arriva en quelques minutes « Je crois que nous avons toutes les deux quelque chose qui appartient à l'autre ». Cette nuit-là, Anna resta éveillée, les yeux fixés au plafond, son esprit passant en revue tous les scénarios possibles pour leur retrouvaille.
Suzanne serait-elle en colère à cause de la supercherie? Serait-elle gênée que ses pensées intimes aient été découvertes? Nierait-elle tout, se retranchant derrière le mur de courtoisie professionnelle que les gens qui réussissent utilisent pour garder le monde à distance? Ou serait-elle la Suzanne dont Anna se souvenait, la fille qui avait dit un jour que l'honnêteté était la seule chose qui comptait entre des personnes qui s'aimaient vraiment? Anna avait pris un jour de congé au restaurant et avait passé la journée à se préparer dans un état d'agitation. Elle avait essayé 2 fois toutes les tenues qu'elle possédait pour finalement choisir une simple robe noire, suffisamment professionnelle pour un rendez-vous d'affaires, mais suffisamment personnelle pour reconnaître la vérité de ce dont elles allaient réellement discuter. Elle répéta ce qu'elle pourrait dire, puis abandonna ses discours préparés, les jugeant artificiels et creux. À 6h30, Anna était assise au bar du Méridien, sirotant un verre de vin blanc et essayant de calmer son cœur qui battait à tout rompre. Le restaurant semblait différent sous cet angle, plus intime en quelque sorte, comme si elle le voyait à travers les yeux de Suzanne plutôt que les siens. Le maître d'hôtel, un homme distingué nommé Pierre, qui l'avait toujours traité avec une indifférence polie, semblait perplexe devant sa présence en tant que cliente plutôt que membre du personnel. « Madame Chen ?» demanda-t-il en s'approchant avec un sourire diplomatique qui suggérait qu'il n'était pas sûr du protocole à suivre. L'assistante de Madame Pearl a appelé, elle aura quelques minutes de retard, mais elle vous prie de vous installer à la table 7. La table 7. La même banquette d'angle où Suzanne s'était assise 3 nuits auparavant, où elle avait laissé la lettre qui avait tout changé. Anna suivit Pierre à travers le restaurant, les jambes chancelantes. Le poids familier des plateaux de service avait disparu de ses mains, remplacé par la vulnérabilité inhabituelle d'être servie plutôt que de servir. Elle se glissa dans la banquette où Suzanne s'était assise, essayant d'imaginer ce que l'autre femme avait pu penser en écrivant ces mots dévastateurs de regret et de nostalgie. La vue depuis cet angle était également différente, le restaurant s'étalait devant elle comme un décor de théâtre attendant la représentation la plus importante de sa vie. À 19h03, Suzanne Pearl franchit la porte d'entrée du Méridien. Anna eut le souffle coupé en regardant la femme qu'elle avait autrefois aimé traverser le restaurant avec l'aisance et l'assurance de quelqu'un habitué à être la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce. Suzanne portait un tailleur gris anthracite qui coûtait probablement plus cher que ce qu'Anna gagnait en 3 mois, ses cheveux argentés coiffés d'une manière qui suggérait à la fois l'autorité et la convivialité. Elle était plus âgée, évidemment, mais les années avaient été clémentes avec elle, comme elles le sont avec les personnes qui ont accès au meilleur de tout. Mais ce sont ses yeux qui ont arrêté le cœur d'Anna. Ces mêmes yeux gris qui l'avaient regardée avec tant de tendresse dans leur petite chambre d'étudiante, qui avaient soutenu son regard lors de leur premier baiser, qui avaient imploré son pardon alors même que la bouche de leur propriétaire prononçait des mots de rejet. Ses yeux ont croisé ceux d'Anna à travers le restaurant et les ont retenus avec une intensité qui a fait disparaître le reste du monde. Suzanne s'est dirigée vers la table 7, d'un pas mesuré, son sang-froid professionnel intact, mais les mains légèrement tremblantes. Elle s'est glissée sur la chaise en face d'Anna, la même chaise que le capital risqueur nerveux avait occupée 3 nuits plus tôt, et pendant un moment, aucune des 2 femmes n'a parlé. « Sarah !» a finalement dit Suzanne, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Suzanne !» répondit Anna, et ce simple échange de noms ressemblait à une prière, à une bénédiction, au début de quelque chose qui avait été suspendu dans le temps pendant un quart de siècle. Elles se regardèrent fixement à travers la nappe blanche, 2 femmes d'âge mûr portant en elles les fantômes des jeunes filles qu'elles avaient été autrefois. Le silence s'étira entre elles, lourd du poids de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui avait été perdu, de tout ce qui était encore possible. « Tu as gardé mon nom de jeune fille » dit Suzanne, d'une voix plus forte mais toujours empreinte d'étonnement. « Dans ta candidature, tu as signé Sarah Chen, mais tu as écrit à propos de Sarah Miller. » « J'ai gardé beaucoup de choses, » répondit Anna en sortant le médaillon en argent de son sac à main et en le posant sur la table entre elles. « Y compris ça. » Les yeux de Suzanne se remplirent de larmes lorsqu'elle reconnut le médaillon, la petite photo visible à travers son ouverture. « Tu l'as toujours ?»« J'ai toujours tout, » dit Anna, la voix brisée. « Y compris ta lettre. » Elle sortit le papier à lettres couleur crème de son sac à main et le déplia avec précaution, comme s'il était fait d'ailes de papillon. Le visage de Suzanne se décomposa lorsqu'elle vit sa propre écriture, ses pensées les plus intimes, exposées à la lumière tamisée du restaurant où elles avaient été perdues et retrouvées. « Je n'ai jamais voulu que tu lises ça, » murmura Suzanne. « Je n'ai jamais voulu que quiconque lise ça. »« Mais je l'ai lu »
dit Anna en se penchant vers elle par-dessus la table. Et maintenant, je veux que tu saches que tu avais tort sur presque tout ce que tu as écrit. Les yeux de Suzanne s'écarquillèrent, à la fois confus, pleins d'espoir et de crainte. Tu as écrit que me perdre était la tragédie déterminante de ta vie, continua Anna, sa voix devenant plus forte à chaque mot. Mais Suzanne, tu ne m'as pas perdue, tu m'as rejetée, tu as choisi de me briser le cœur plutôt que de décevoir tes parents. Tu as préféré leur approbation à mon amour, et ce choix nous a détruites toutes les deux. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre elles, brutaux dans leur honnêteté, mais nécessaires dans leur vérité. Suzanne tressaillit comme si elle avait reçu une gifle, mais elle ne détourna pas le regard, ne se réfugia pas derrière l'armure de la politesse professionnelle. « Tu as raison, dit-elle, les larmes coulant sur ses joues, j'ai été lâche. J'avais 22 ans, j'étais terrifiée, et j'ai choisi la voie de la facilité plutôt que celle du bien. J'ai choisi la sécurité plutôt que l'amour, et je l'ai regretté chaque jour depuis. Mais ce n'est pas là où tu t'es trompée, dit Anna, en tendant la main par-dessus la table pour prendre celle de Suzanne. Ce contact envoya une décharge électrique à travers les deux femmes, une reconnaissance qui transcendait le temps, la distance et toutes les années qui les avaient séparées. Les doigts de Suzanne se refermèrent sur ceux d'Anna avec une intensité désespérée. « Alors quoi ? Tu as écrit que tu étais désolée, que tu ne méritais pas le pardon, dit Anna d'une voix douce mais claire. Mais Suzanne, je t'ai pardonné il y a 25 ans. Je t'ai pardonné parce que j'ai compris, même à l'époque, ce que cela t'avait coûté de partir. Je t'ai pardonné parce que je savais que la fille qui m'aimait ne serait pas partie si elle n'avait pas senti qu'elle n'avait pas le choix. » Les sanglots de Suzanne résonnèrent dans le coin tranquille du restaurant, 25 ans de culpabilité et de chagrin se déversant par vagues qu'elle avait retenues par la seule force de sa volonté. Anna se déplaça de l'autre côté de la banquette, se glissa à côté de Suzanne et la serra dans ses bras, comme si elle rentrait chez elle après une vie d'exil. « J'ai pensé à toi tous les jours, » murmura Suzanne contre l'épaule d'Anna. « J'ai pensé à ce que nous aurions pu être, à ce que nous aurions dû être. J'ai bâti un empire, mais je n'ai jamais pu construire une vie qui me semblait réelle sans toi. »« Je sais, » murmura Anna en caressant les cheveux de Suzanne du bout des doigts. « J'ai lu ta lettre, je sais exactement ce que tu as porté pendant toutes ces années. » Elles s'étreignirent dans la douce lumière du méridien, deux femmes retrouvant un amour qui avait été interrompu mais qui n'avait jamais vraiment pris fin. Autour d'elles, le restaurant continuait son rythme nocturne, mais elles étaient suspendues dans une bulle de temps où la guérison était possible, où les secondes chances n'étaient pas seulement des rêves, mais des réalités qui n'attendaient qu'à être revendiquées. Lorsque Suzanne se recula enfin, son visage était strié de larmes, mais rayonnant d'une chose qui lui avait manqué pendant des décennies. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle, d'une voix vulnérable comme aucune salle de réunion n'avait jamais entendu. Anna sourit, son expression transformant son visage fatigué et résigné en quelque chose qui s'apparentait à de la joie. « Maintenant, nous allons décider ce que nous allons faire du reste de notre vie. Ensemble si tu le souhaites. Séparément si c'est ce dont tu as besoin, mais honnêtement, Suzanne, sans plus de mensonges, de peur ou d'attente des autres qui nous gênent. » Suzanne prit la lettre de couleur crème, la plia soigneusement et la glissa dans son sac à main. « J'ai écrit cette lettre 100 fois dans ma tête au fil des ans. Je n'aurais jamais pensé avoir le courage de l'écrire, et encore moins de te la faire lire. L'univers a une drôle de façon de s'assurer que les bons mots trouvent la bonne personne, dit Anna en pensant à la coïncidence cosmique qui les avait réunis. Peut-être était-ce le moment. Peut-être, acquiesça Suzanne, sa main retrouvant celle d'Anna avec une aisance naturelle. J'ai tellement de questions sur ta vie, sur tes enfants, sur tout ce qui s'est passé après mon départ. Et moi aussi, je veux entendre parler de ta vie, dit Anna. La vraie histoire, pas la version édulcorée des magazines économiques. Mais Suzanne, nous avons le temps maintenant. Nous avons tout le temps du monde. Le maître d'hôtel s'approcha de leur table avec un professionnalisme discret, reconnaissant clairement qu'il s'agissait de plus qu'un simple dîner d'affaires. « Mesdames, souhaitez-vous commander ou préférez-vous plus d'intimité pour votre conversation ?» Suzanne regarda Anna une question dans les yeux. « Tu veux partir d'ici ? Aller quelque part où on pourra vraiment parler ?» Anna acquiesça, le cœur plein de possibilités. « J'aimerais beaucoup. » Alors qu'elles se levèrent pour partir, Anna aperçut son reflet dans le miroir mural du restaurant. La femme qui la regardait était toujours fatiguée, toujours accablée par le poids accumulé d'années de lutte et de déception. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans son expression, quelque chose qui lui avait manqué depuis si longtemps qu'elle en avait oublié la sensation, de l'espoir, un espoir pur, intact, terrifiant.
La voiture de Suzanne attendait dehors, une élégante berline noire avec un chauffeur qui nota leur destination sans faire de commentaires ni poser de questions. Alors qu'elle s'installait dans les sièges en cuir, Anna s'émerveilla du caractère surréaliste de sa soirée. Ce matin-là, elle était encore Anna Miller, la serveuse, invisible et ignorée. Ce soir, elle était Sarah Chen, la femme qui avait reconquis l'amour de sa vie grâce à une simple coïncidence cosmique et à 25 ans d'attente patiente. « Où aimerais-tu aller ?» demanda Suzanne d'une voix hésitante, comme si elle avait peur d'en faire trop vite. Anna réfléchit un instant, puis sourit. « Tu te souviens du café près du campus ? Celui où nous avions l'habitude d'étudier pour les examens finaux ?» « Brewster's » répondit immédiatement Suzanne, le nom lui venant aussi facilement que respirer. « Il existe toujours ?»« Je ne sais pas, » admit Anna, « mais j'aimerais le découvrir. » Alors que la voiture quittait Méridian, les emmenant vers leur passé commun et leur avenir incertain, Anna sentit le poids de la lettre dans son sac à main, preuve tangible que certaines histoires d'amour étaient assez fortes pour survivre même aux fins les plus dévastatrices. Elle regarda Suzanne, la regarda vraiment, voyant à la fois la femme d'affaires accomplie et l'étudiante effrayée qui leur avait brisé le cœur à toutes les deux, plutôt que de risquer la désapprobation de sa famille. La route qui les attendait était un territoire inconnu, plein de complications et de conversations qui devaient avoir lieu, plein de questions sur la manière dont deux personnes pouvaient reconstruire une relation après 25 ans de vie séparée. Mais lorsque la main de Suzanne trouva la sienne dans l'obscurité de la voiture, Anna sut que quels que soient les défis qui les attendaient, elles les affronteraient ensemble. La lettre qui avait tout déclenché était rangée en lieu sûr, sa mission accomplie. Les mots qui devaient être une confession privée étaient devenus le pont qui les avait ramenées l'une vers l'autre. Preuve que parfois, l'univers conspirait pour donner au cœur brisé exactement ce dont ils avaient besoin pour guérir. Le café avait disparu, remplacé par une boutique branchée vendant des savons artisanaux et des bougies hors de prix. Suzanne regardait la devanture à travers la vitre de la voiture, son reflet fantomatique se reflétant dans le verre. 25 ans avaient effacé leur sanctuaire aussi efficacement qu'ils avaient effacé leurs liens, ne laissant derrière eux que la douleur creuse de la nostalgie et le goût amer du temps qui passe inexorablement. « Ce n'est pas grave, » dit Anna doucement, serrant les doigts de Suzanne. « Nous n'avons plus besoin de cet endroit. Nous avions juste besoin l'une de l'autre. » Le chauffeur s'éclaircit discrètement la gorge. « Madame, où souhaitez-vous que je vous conduise maintenant ?» Suzanne regarda Anna, l'incertitude vacillant dans ses yeux gris. La confiance qu'il avait portée dans les salles de réunion et les négociations de plusieurs milliards de dollars semblaient s'être évaporées face à la simple question de savoir où aller ensuite. Il ne s'agissait pas d'une fusion ou d'une acquisition, ni d'un problème pouvant être résolu par une analyse de marché et une planification stratégique. Il s'agissait de deux cœurs essayant de se retrouver après avoir traversé un gouffre de temps perdu. « Mon appartement n'a rien d'extraordinaire, » dit Anna, voyant l'hésitation dans le regard de Suzanne. « Mais c'est un endroit privé. Nous pourrons parler sans nous soucier d'être observés ou écoutés. » Suzanne acquiesça, donna l'adresse d'Anna au chauffeur, puis s'installa dans le siège en cuir. Le trajet à travers la ville les emmena des tours scintillantes du centre-ville au quartier plus modeste, où la vie réelle se déroulait dans des espaces plus petits aux murs plus fins. Suzanne observa la transformation à travers la vitre, remarquant que les bâtiments devenaient plus bas et plus anciens, que les trottoirs immaculés laissaient de la place à du béton fissuré et à des commerces en difficulté. C'était le monde d'Anna, réalisa-t-elle. Pas l'atmosphère raffinée des restaurants 5 étoiles et des clubs privés, mais la réalité difficile de la classe ouvrière. La femme à côté d'elle avait passé des décennies à servir des gens comme Suzanne, des gens qui considéraient le personnel de service comme des extensions invisibles de leur propre confort plutôt que comme des êtres humains avec leurs propres histoires et leurs propres difficultés. La culpabilité était écrasante. Pendant que Suzanne bâtissait son empire, Anna élevait ses enfants avec son salaire de serveuse, travaillait 2 fois plus pour payer le loyer, faire les courses et payer l'électricité. La vie que Suzanne avait choisie, la sécurité qu'elle avait privilégiée à l'amour, avait été obtenue au détriment d'Anna autant qu'au sien. L'immeuble d'Anna était exactement comme Suzanne l'avait imaginé et redouté. 3 étages de briques délavées et de peinture écaillée, des fenêtres qui avaient connu des jours meilleurs, une porte d'entrée qui nécessitait 3 clés différentes pour être déverrouillée. Mais tandis qu'Anna la guidait dans l'escalier étroit, Suzanne ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, l'excitation électrique de pénétrer dans la vie authentique de quelqu'un d'autre.
hideux. L'appartement lui-même était un modèle de sobriété. Des meubles achetés pour leur fonctionnalité plutôt que pour leur esthétique, des murs décorés de photographies plutôt que de tableaux, une cuisine à peine assez grande pour qu'une personne puisse s'y déplacer confortablement. Mais il était propre et chaleureux et rempli des traces accumulées d'une vie pleinement vécue, même si elle n'avait pas été luxueuse. « Je vous offre quelque chose à boire ?» demanda Anna, sa voix trahissant la nervosité qu'elle ressentait à l'idée d'avoir Suzanne Pearl, milliardaire extraordinaire, dans son modeste salon. « J'ai du vin ou du café ou… » Elle s'interrompit, soudainement gênée par le décalage entre ce qu'elle pouvait offrir et ce à quoi Suzanne était probablement habituée. « De l'eau, ça ira ?» répondit Suzanne en s'installant sur le canapé avec les gestes prudents de quelqu'un qui craint de perturber l'écosystème délicat de l'espace soigneusement entretenu d'une autre personne. « Anna, c'est charmant, on se sent comme chez soi. » Le compliment était sincère, teinté de la reconnaissance mélancolique de quelqu'un qui avait troqué la chaleur contre la richesse et qui commençait seulement maintenant à comprendre ce qu'elle avait perdu dans la transaction. Le penthouse de Suzanne était un monument à la réussite, avec ses lignes épurées, ses œuvres d'art coûteuses et sa vue qui coûtait plus cher par mois que ce qu'Anna gagnait en un an. Mais il ne lui avait jamais donné l'impression d'être chez elle. Il n'avait jamais dégagé le confort chaleureux qui émanait de chaque recoin de ce petit appartement. Anna revint avec 2 verres d'eau et s'installa à l'autre bout du canapé, gardant une distance prudente, comme quelqu'un qui n'est pas encore sûr des limites à respecter. Elles restèrent assises en silence pendant un moment, 2 femmes qui avaient autrefois connu toutes les pensées l'une de l'autre et qui luttaient maintenant pour trouver les mots qui pourraient combler l'énorme fossé entre leur passé commun et leur présent compliqué. « Parle-moi de tes enfants, » dit finalement Suzanne, d'une voix douce et sincèrement intéressée. « Tu les as mentionnés dans ta lettre, mais je veux tout savoir. » Le visage d'Anna s'adoucit lorsqu'elle parla de Jason et Emma, sa voix prenant cette chaleur particulière que les parents réservent aux discussions sur leurs enfants. Elle parla des difficultés de Jason à trouver sa voie après l'université, de l'indépendance farouche et des résultats scolaires d'Emma, des défis de la maternité célibataire et de la fierté discrète qu'elle tirait d'avoir élevé 2 êtres humains gentils et attentionnés malgré les difficultés financières qui avaient de marquer leur enfance. L'histoire d'Anna nous rappelle que parfois, les moments les plus extraordinaires se présentent sous la forme d'une coïncidence ordinaire. Une lettre oubliée sur du cuir bordeaux est devenue la clé qui a déverrouillé 25 ans de silence, prouvant que le véritable amour ne s'estompe pas avec le temps, mais attend simplement le bon moment pour refaire surface. Ce qui avait commencé comme une journée de travail ordinaire pour une serveuse fatiguée est devenu un témoignage de la puissance du pardon, du courage d'affronter des vérités enfouies et de la belle possibilité que certaines relations transcendent la richesse, le statut social et le passage cruel des années. Si vous croyez aux secondes chances et à la magie des retrouvailles inattendues, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour que l'amour trouve son chemin.